Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes coups de cœur de l'année 2024. Je vous rassure, il y en a beaucoup plus que mes déceptions de 2024. Donc on va pas plus tarder et on va commencer tout de suite. Sachez juste que je vais avoir du mal à parler de certains livres parce que ce sont tellement des coups de cœur que je ne sais pas réellement quoi dire. C'est un peu bizarre mais je pense que vous comprenez ce sentiment d'avoir tellement aimé un livre, de pas avoir grand chose à dire. Donc on va pas plus tarder parce qu'il y en a quand même une dizaine. Je les prends donc comme ils viennent et le premier que je vous présente c'est les McCoy. Il n'y a pas du tout de classement, c'est vraiment comment ils viennent. Donc le premier c'est les McCoy, donc de Alexiane Thiel, L'Ogre et le Chardon chez Hugo New Romance qui est dédicacé. Je l'ai lu pour le festival New Romance et ça a été une énorme découverte pour moi. Je l'ai lu pendant le mois d'octobre, donc parfait pour la période, vu que c'est quand même un livre qui est assez automnal selon moi. Et dedans, on va suivre des clans d'Écosse, on va suivre une jeune femme, n'importe quoi. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Phèdre et qui essaye de fuir quelqu'un. Et donc elle décide de partir en Écosse, là où son père lui a toujours dit qu'elle devait aller. Et là-bas, elle va découvrir que les clans existent encore, mais d'autant plus que son père en faisait partie. Et elle va rencontrer du coup un jeune homme qui est quand même pas vieux, mais il a la trentaine je crois, avec qui il va peut-être y avoir des atomes crochus et il va se passer pas mal de choses. Elle y va de prime abord pour apprendre plus de choses sur son passé et elle va en apprendre beaucoup plus que ce qu'elle devrait. Et franchement, ça a été un livre qui pour moi a été un peu un livre doudou, même si ce qui se passe à l'intérieur n'est pas forcément très soft. Je dirais pas que c'est une dark romance, mais c'est un beau mélange entre de la fantaisie, même s'il n'y a pas de fantaisie, et de la romance. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dedans, on est vraiment comme dans une autre époque, alors qu'en réalité, ça se passe pendant les années 2000 entre guillemets. Mais on a vraiment cette ambiance un peu moyenâgeuse et de l'ancien temps dedans que moi j'ai beaucoup apprécié et qui passe vraiment très bien pour l'automne. Rien que la couverture fait énormément automne. Et je l'ai lu sous un plaid tranquillement dans mon canapé et j'avoue que j'ai passé un merveilleux moment. On finit sur un plot twist qui m'a donné envie de lire le deuxième tome et même si ça finissait pas de cette manière, j'aurais quand même eu envie de lire la suite. Il me semble qu'il y a 7 tomes, donc j'ai quand même pas mal de choses à lire. Pour ceux et celles qui aiment bien les livres avec des clans très écosse, très automne et tout ça, je vous le conseille fortement. Pour moi, ça a été une réelle découverte et c'est le genre de livre que je pourrais relire vraiment très rapidement et que j'ai adoré. On passe ensuite à une saga que je ne m'attendais pas à autant apprécier et c'est vrai que ça a été une énorme découverte également pour moi vu que c'est la saga Russian Mafia, donc de Emma Bardio qui est de la dark romance. Jamais je n'aurais pensé mettre de la dark romance dans mes coups de cœur. Mais écoutez, il y a un début à tout et cette duologie m'a convaincue. On est dans le genre de dark romance que j'apprécie maintenant parce que c'est vrai que je n'apprécie pas toutes les dark romances. J'ai un peu mes préférés et ce genre de dark romance mafia avec énormément d'action, de bagarres et ce genre de choses, ça me plaît énormément. Donc dedans, on va suivre Sergei Carretero, c'est très dur à dire, qui est la fille unique du parrain de la Camorra, donc qui est la mafia russe, et il a préparé toute sa vie sa fille pour qu'elle puisse intégrer et rentrer sous couverture dans la mafia italienne et prendre le pouvoir de celle-ci. Donc avec Mirko, qui est son amie d'enfance, ils sont entraînés et elle attend sagement son tour pour pouvoir rentrer dans la mafia italienne en sachant que Mirko il y était là depuis quelques années et se ferait un chemin dans cette grande famille qui est la mafia italienne. Donc vous vous doutez bien que c'est pas facile et que tout doit être calculé parce que forcément la mafia c'est quand même un endroit qui est très protégée et tout le tralala, mais elle va réussir tout de même à y aller. On va découvrir toute une personnalité chez Sergei que moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs elle s'appelle Sergei, c'est un nom d'homme, mais on apprend dans le roman pourquoi. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une femme qui soit mise en avant et qu'elle ne soit pas juste la petite protégée d'un des membres de la Bradva ou même en général de la mafia et qu'elle soit tombée amoureuse tout simplement. C'est tout le contraire. C'est une femme qui est badass clairement. Elle sait ce qu'elle fait et elle le fait bien. Même si vous vous doutez bien que
tout ne va pas se passer comme prévu et qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements, ce que moi j'ai beaucoup aimé. Faut pas avoir peur des scènes de sang, faut pas avoir peur des scènes de bataille, de bagarre, de tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a beaucoup. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, on ne s'ennuie pas du début à la fin. Sans compter sur le fait qu'il y a une romance, bien sûr, à l'intérieur, qui est, selon moi, parfaitement exécutée. On est pris en haleine par rapport autant au personnage qu'au rebondissement et qu'à la romance. On s'attend plus ou moins quand même à savoir avec qui elle va finir. Mais c'est vrai que les rebondissements et la... Comment on dit, ce qui va se passer à l'intérieur n'est pas forcément évident. Et c'est ce que j'ai aimé. J'avais peur que ce soit un peu trop gros, mais pour le coup, les plus de 600 pages pour les 2 tomes passent à une vitesse folle, tellement il se passe de choses intéressantes selon moi. Et c'est le genre de livre où je pense que Emma Bardio a vraiment travaillé énormément son intrigue. Et elle l'a fait avec brio, tout simplement parce que on apprend à connaître les personnages en profondeur et on s'attache vraiment à eux, malgré le fait qu'on connaisse leur partie d'eux qui est assez négative et mauvaise. Mais ça n'empêche pas au fait qu'on apprend à les aimer, à les apprécier et à comprendre leur passé, leur présent. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que pour moi, il y aurait eu un 3e tome, par exemple, je l'aurais lu avec plaisir et je l'aurais lu avec autant d'amour et d'impatience que les 2 premiers. Si vous cherchez une duologie de mafia qui est franchement exécutée à la perfection, je vous la conseille fortement parce que pour moi, ça a été un réel coup de cœur. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'ai envie de lire de plus en plus dark romance, mafia principalement. On passe maintenant à un tout autre registre et on va parler du Soleil de minuit de Lily Blabla. Je vous en ai parlé durant toute cette année. Il est d'ailleurs dédicacé par Lily vu que je l'ai vu et je l'ai rencontré au Festival New Romance. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi que j'ai lu en début d'année et qui me marque toujours autant quand j'y pense et qui me donne autant de papillons dans le ventre parce que ça a été pour moi une sacrée découverte. Dedans, on va suivre Aaron et Milan qui se croisent dans Paris. Milan est en train de pleurer et Aaron est un peu irrémédiablement attiré par elle, donc il va aller la voir et ils vont passer une soirée merveilleuse et un vrai lien va se créer entre les deux malheureusement. Ce moment doit s'arrêter vu que Milan doit retourner au Canada, là où elle vit avec sa mère et sa sœur. Et donc leur petite boule de bonheur est quand même cassée par rapport à ça. Ils savent très bien que leur soirée va se finir et que ce moment si particulier et ce lien qui s'est créé très rapidement entre eux va devoir rapidement s'arrêter. Mais dans ce livre, on y voit réellement l'alchimie que 2 personnes peuvent avoir en se rencontrant et le lien qu'elles peuvent avoir très rapidement. Parfois, il y a certaines relations qui mettent des années avant de se tisser et parfois, en quelques minutes, c'est comme si que les personnes se connaissaient déjà et étaient faites pour se rencontrer et pour s'entendre. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ce livre avec Aaron et Milan et c'est ce qui m'a profondément touchée. Au-delà de la romance, on parle de pas mal de sujets, notamment du deuil. On parle également des sujets de la famille. Parfois, on peut avoir des relations qui sont compliquées avec notre famille et on en parle dedans. Et on parle surtout de l'amitié et du fait de se créer une famille avec nos amis et d'avoir des liens qui sont un peu plus forts que tout et que j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre que j'ai lu en une soirée et comment vous expliquer que je l'ai dévoré. J'ai même pleuré à la fin, il me semble, parce qu'il m'a réellement touchée. Et c'est le genre de livre que je voudrais lire tout le temps. C'est ce que j'ai expliqué à Lily quand je lui ai expliqué mon ressenti par rapport au livre. J'ai l'impression qu'elle parle de tout avec douceur et légèreté et pour autant que ça ait un réel impact dans notre lecture et dans notre manière de voir les choses et sa manière de faire passer les messages est selon moi parfaite parce que on comprend le message, on l'intègre, mais ce n'est pas violent comme dans certains livres. Et pour l'instant, je parle de celui-là, mais par rapport à tous ses écrits en général, les 3 livres que j'ai pu lire d'elle ont, pour moi, été des grosses pépites, mais principalement celui-ci. On passe ensuite toujours à un livre qui vient de chez Hugo New Romance, et c'est Les azalées fleurissent en hiver, donc de Dahlia Blake, qui est un livre de Noël. C'est peut-être le livre noëlesque, le moins noëlesque que j'ai lu. On parle pas mal de Noël dedans, mais ce n'est pas principal et on parle beaucoup de ce qu'il y a autour de Noël, mais pas Noël en tant que tel. Donc dedans, on va suivre Azalée tout simplement, qui fuit la métropole et donc elle décide de précipitamment retourner en Martinique alors que son mariage se déroulera dans moins d'1 mois. Au début, on ne comprend pas pourquoi et on apprend ça au fur et à mesure. Et là-bas, elle va retrouver Tatité qui est sa tante et qui est un peu, j'ai envie de dire, la matriarche de cette famille.
Et elle va également retrouver Kai, qui est un ami d'enfance à elle, un ami et en même temps un ennemi. Leur relation est très compliquée et on va savoir petit à petit pourquoi celle-ci est retournée en Martinique, parce que tout le monde se pose la question, d'autant plus que c'est bientôt son mariage, elle n'a prévenu personne et ça a surpris tout le monde tout simplement. C'est un roman qui m'a énormément touchée vu qu'il aborde pas mal de sujets qui m'ont touchée et qui me touchent dans la vie de tous les jours par rapport à des traumatismes que j'ai ou autres. Et il m'a touchée dans le fond, mais j'ai beaucoup aimé Azalée, qui selon moi est une femme très forte et qui a énormément d'ambition et qui fait un peu tout ce qu'elle peut pour réussir dans la vie. C'est d'ailleurs une des femmes qui a le plus réussi dans sa famille et c'est un exemple un peu pour toutes celles qui sont autour, notamment sa petite sœur. Vu qu'elle a plusieurs diplômes, elle réussit dans la vie, mais ce livre nous montre que parfois, on a beau avoir un très beau chemin tracé, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et des éléments extérieurs peuvent, entre guillemets, baisser la flamme qui est en nous et baisser tout le charme qu'on a pour ensuite revenir plus fort. Mais si vous voulez un livre avec l'ambiance de Noël mais qui n'est pas vraiment présent, je vous conseille fortement. Et surtout si vous voulez un livre qui est quand même poignant, avec des personnages qui sont plus qu'attachants et qui va vous faire voyager un petit peu, parce que clairement on part en Martinique au soleil. Et ça fait super plaisir. On passe ensuite à une lecture qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté jusqu'ici, mais je vous mets forcément Magnolia Parks, donc de Jessa Hastings, chez les éditions Hauteville dans cette vidéo, parce que ça a été une énorme découverte pour moi et j'ai pas arrêté de vous en parler pendant cette année. On parle du fait que c'est un livre qui ressemble énormément à Gossip Girl et j'en suis convaincue et je suis certaine que c'est la réalité, puisque pour moi j'ai vraiment ressenti la même sensation en lisant ce livre qu'en regardant la série Gossip Girl. Beaucoup n'ont pas apprécié ce livre parce qu'on y parle de relations toxiques. Donc on va y suivre Magnolia Parks et BJ Valentine, qui sont deux jeunes qui vivent dans la haute sphère de New York, il me semble. Je sais plus exactement, mais ils sont pétés de thunes clairement et font partie du genre de personnes que les paparazzi coursent pour avoir des informations et autres. On va les suivre dans leur vie un peu débridée, où l'argent ne compte pas et où tout peut être scandale. Et surtout dans la relation entre Magnolia et PJ, PJ, je sais pas comment on dit, bref, qui est très controversée par rapport à la vie des gens, mais surtout qui est assez toxique. On va apprendre pourquoi petit à petit ces deux-là ne sont plus ensemble, mais pourquoi surtout ils ont une attirance et une relation très toxique. Et ils ont tous les deux du coup une dépendance affective l'un envers l'autre. Et on comprend pas vraiment pourquoi au début, on se dit juste que genre en mode, ils devraient juste arrêter de se voir. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça à creuser et on les creuse vraiment dans ce livre. Et on comprend petit à petit le pourquoi du comment. Et j'ai beaucoup aimé Magnolia parce que au-delà d'être une femme riche et tout ça, elle a un sens de la mode qui est très accru et elle connaît absolument toutes les tenues de tout le monde, les décrits et autres. Et au-delà de ça, c'est une femme qui se cherche et qui apprend à se connaître elle-même, d'autant plus qu'elle a une famille très atypique qui n'est pas simple. Et on voit que à travers les paillettes et toute cette ambiance festive qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses négatives et de drames, malgré le fait qu'ils soient très fortunés et qu'ils ont une vie de rêve a priori. Donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, le tome 3 est déjà sorti, le tome 4 sort bientôt. J'aimerais pouvoir tous les lire et découvrir cet univers d'autant encore plus et me plonger dedans, parce que ça a été pour moi un coup de cœur. Et au début, je n'aimais pas du tout la couverture. Et en fin de compte, je me suis rendu compte à la fin que j'aimais énormément la couverture, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de petits easter eggs. Chaque chose sur la couverture a vraiment une signification dans le livre. Donc j'ai trouvé ça super cool. Je vais vous parler ensuite d'un livre que j'ai lu très récemment, qui est encore chez Hugo New Romance. Et on va parler de Mad Majesty de Delinda Dane, qui a été une grosse pépite pour moi. On va suivre dedans le prince Damian, qui est malheureusement voué à être le futur roi d'Angleterre. Ça ne lui plaît pas spécialement, mais il décide de le faire pour protéger son petit frère et sa petite sœur, parce qu'il ne veut pas que ce destin leur aille. Et malheureusement, sa mère et en général
la couronne d'Angleterre force à celui qui va être couronné à être marié quelques mois avant son couronnement. Donc sa mère trouve pour lui la parfaite jeune fille à marier, mais malgré tout ce que sa mère a fait pour qu'il se marie avec elle, il va choisir la sœur de celle-ci. Ce qui va en découdre énormément de choses, et vous vous doutez bien, pas que du positif. On a à l'intérieur des personnages qui sont très nuanciés, parce qu'on a Damian, qui lui ne veut pas du tout de ce rôle de roi, mais qui pour autant supporte toute cette pression pour permettre à ses frères et sœurs d'avoir une vie plus ou moins normale. Et pour autant, il a quand même envie de choisir son destin et les choses qui vont lui arriver. Et donc, il décide de choisir pas la bonne personne, entre guillemets. Quand il va choisir Esmé, c'est un choc pour tout le monde parce que même elle n'est pas au courant. Donc, forcément, tout ne se passe pas comme prévu. Et on a affaire à Esmé, qui est une jeune femme qui fait tout pour s'en sortir et qui fait tout pour pouvoir réaliser ses rêves, quand bien même toute sa famille est dans une situation qui est assez compliquée, vu que son père est malade, les médicaments coûtent assez cher et elle travaille énormément pour pouvoir payer tout ça. D'autant plus que sa sœur est dans une école d'élite pour justement devenir la mariée et la femme de quelqu'un de fortuné ou qui a un titre. Et c'est quelque chose que Esmé ne veut pas du tout, c'est pas quelque chose qu'elle souhaite. Donc forcément c'est un coup de massue pour elle quand elle apprend qu'elle devient reine de l'Angleterre tout simplement. Le prince Damian pour moi n'est pas le prince parfait, bien au contraire. Et on l'appelle d'ailleurs Mad Damian parce que il vit la vie qu'il a décidé de vivre et fait un peu tout ce que la couronne ne veut pas qu'il fasse. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que pour le coup on n'a pas des personnages qui s'aiment au premier regard. Bien au contraire, même s'ils se plaisent plus ou moins, il y a vraiment ce truc de haine l'un envers l'autre. Et surtout du côté de Esmé, parce que pour le coup, elle est obligée de se marier avec un homme qu'elle n'a pas choisi, un peu contre son gré, juste parce que la couronne l'a décidé et le roi l'a décidé, enfin le futur roi. Et on dénonce pas mal ça, notamment le fait que la royauté n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux, notamment dans le système, et que parfois leurs lois et leurs protocoles ne sont pas forcément intéressants et n'apportent parfois rien. J'ai beaucoup aimé le rôle de la mère de Damian, qui est une femme qui est faite et moulée pour le système, et surtout on y voit un amour naître qui n'était pas du tout prévu au départ. Sans parler de la couverture, je veux dire que pour un premier livre de Dane Daden que je lis, c'est un très bon début. J'ai hâte de lire la suite de la trilogie qui sort normalement en 2025. C'est sûr que je vais les acheter direct pour les lire parce que je suis conquise à 100%. Et on a des personnages qui sont aussi attachants qu'énervants. J'ai parfois été énervée dans ce livre, j'ai pas mal rigolé et j'ai parfois eu la larme à l'œil. On passe ensuite à un livre toujours chez Hugo New Romance. Et ce n'est pas étonnant que je le mette dans cette vidéo, mais c'est un livre de Morgane Moncomble. Et c'est Un printemps pour te succomber, qui ressemble, selon moi, pas mal à Mad Majesty. Pas dans l'histoire, mais vraiment dans l'ambiance en général. Vu que dans celui-ci, on a affaire également à un mariage arrangé. Dans celui-ci, c'est un mariage arrangé, mais pas réellement voulu, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ici, pour le coup, c'est vraiment un mariage arrangé pour les deux personnes. Et ça les arrange tous les deux. Dedans, on va suivre donc Nolia, qui est une fleuriste qui est fauchée et qui a du mal à faire tenir sa boutique. Malheureusement, elle a décidé de quitter ses parents, entre guillemets, et de s'éloigner d'eux parce que il voulait absolument qu'elle se remette avec son ex-petite amie et aussi père de sa fille, qui lui a fait énormément de mal. Et ses parents ne comprennent pas le fait qu'elle ne veut pas se remettre avec lui parce qu'elle n'a pas parlé de tout ce qu'il lui a fait. Et Cam, de son côté, lui, il est milliardaire et a un peu une réputation de playboy. Et pour pallier à tout ça, son équipe communication lui propose de faire un mariage arrangé avec Nolia, ce qui arrangerait les deux parce que au moins Nolia pourrait avoir la sécurité pour sa fille et un meilleur style de vie et donc de ne pas devoir demander de l'argent à ses parents, chose qu'elle doit faire mais qu'elle ne veut pas faire. Et pour Camille, ça lui permet de se ranger et notamment Nolia a un peu cette image de jeune femme très blanche entre guillemets dans le sens où il n'y a rien sur elle sur les réseaux sociaux et elle est vue comme un peu la fille parfaite et ça permet de redorer son image à Camille.
Donc ils se mettent d'accord tous les deux pour un mariage arrangé, mais vous vous doutez bien que les sentiments vont s'en mêler. Dedans, on parle de sujets que j'ai vus très peu, notamment le revenge porn, le fait d'envoyer et de mettre sur internet des contenus sexuels d'une personne sans son consentement, parce que l'ex d'Onolia est juste un gros connard. Et surtout dedans, on parle d'une jeune femme qui a un enfant, que je vois très peu aussi. C'est pas spécialement une trope qui moi me plaît plus que ça, mais j'ai trouvé que dedans c'était très bien exécuté. Et surtout, on se rend bien compte que ce que disent les paparazzi, les magazines et tout ça d'une personne n'est pas forcément la réalité. Et on se rend compte au fond que Camille est un homme qui est très engagé pour énormément de causes, qui n'est pas du tout celui qu'on veut lui faire croire qu'il est. Et surtout, son engagement envers Nolia est vraiment admirable et il est un peu vu les boyfriend parfait et je suis assez d'accord. Et surtout, on voit Nolia qui est une jeune femme qui essaie de se dépêtrer d'une relation toxique qu'elle a eue par le passé et surtout une relation toxique avec ses parents et qui ont une manière de voir les choses qui est très radicale, qui ne convient pas du tout à Nolia et qui n'est absolument pas normale de nos jours. Et j'ai beaucoup aimé ce côté du livre qui est très féminisme, d'une femme qui essaye tant bien que mal de faire mener sa barque comme elle le veut et de tout faire pour que sa vie s'améliore. Et j'ai beaucoup aimé aussi la notion du fil rouge dedans, vu qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est comme si ils avaient été destinés à être ensemble malgré eux. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a conquis. Parce que j'avoue que jusqu'à, je pense, les 75% du roman, je trouvais que c'était très bien écrit, que j'avais bien aimé, mais que c'était pas non plus la lecture du siècle. Et les dernières pages m'ont tout simplement conquise. On passe ensuite à une précasse, encore une fois, et c'est Say You Swear de Megan Brandy chez les éditions Xing Fu. J'ai lu ce livre un peu par hasard parce que ma copine Emmanuelle voulait faire une lecture commune avec ce livre, donc je l'ai acheté et je l'ai lu avec elle et j'ai été tout sauf déçue. Dedans, on va suivre Ariana qui est folle amoureuse de Chase, qui est le meilleur ami de son frère et c'est un jeune homme qu'elle a toujours connu et c'est vrai qu'elle a toujours eu une réelle attirance pour lui. Et ils sont tous destinés à aller à Avix University, mais surtout elle veut faire sa vie avec Chase. Chase et elle ont une relation assez spéciale parce que lui-même est attiré par elle mais ne veut pas faire de tort à son frère, donc décide que leur relation ne peut pas exister et qu'il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. Il a un comportement qui était très contradictoire avec elle parce que autant il lui montre que quelque chose est possible entre eux et très vite il lui montre que rien n'est possible entre eux. Donc elle a toujours cru qu'elle finirait sa vie avec lui, elle a toujours cru que ce serait celui qu'elle aimerait toute sa vie, même si elle essaye de cacher ses sentiments, malgré elle, tous ses sentiments ressortent et un jour elle va rencontrer Noah qui lui met un ballon dans la tête sans le vouloir. Les choses vont réellement changer pour elle, autant en bien qu'en mal. J'étais persuadée au début du roman qu'ils allaient finir ensemble et je vous spoil un peu mais c'est pas le cas. Il se passe énormément de choses et j'ai un peu lu ce livre comme une série. J'ai vraiment vu toutes les scènes dans ma tête comme une série. Quand je le lisais, j'avais vraiment pas l'impression de le lire et c'est la première fois que ça me faisait autant ça. Et c'est un livre où il se passe énormément de choses. Au début, je me suis dit autant de pages pour une romance de ce style. Pour moi, c'est beaucoup trop et au final, ce n'est pas beaucoup trop. C'est limite pas assez parce qu'il se passe tellement de choses et les personnages sont tellement bien développés, l'histoire est tellement bien ficelée que on aurait envie que ça dure encore 1000 pages. J'ai été tenue en haleine tout du long sur ce livre, surtout que au bout de, je sais pas, les 100 dernières pages, on se dit super, tout va bien se finir, il va rien se passer et paf, l'autrice nous remet encore des cliffhangers et l'autrice nous remet encore des rebondissements, ce qui fait qu'on a d'autant plus envie de lire le livre rapidement pour savoir ce qui s'y passe. Et j'avoue que j'aime beaucoup comment ça se finit, même si peut-être que la fin est un peu tirée par les cheveux, mais ça apporte énormément au livre selon moi et c'est ce qui fait que pour moi ça a été un coup de cœur. On passe à l'avant-dernier livre de cette vidéo et c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross qui est spectaculaire selon moi. Donc c'est de la fantaisie et dedans les dieux, notamment les dieux grecs je crois, sont revenus à la vie entre guillemets et il y a une guerre entre deux de ces dieux et le frère de Iris Wino est parti à la guerre donc elle n'a pas de nouvelles de lui pendant des années et elle n'a pas de nouvelles de lui pendant plusieurs mois et elle a une magnifique machine à écrire chez elle avec laquelle elle écrit des mots à son frère
pour pouvoir lui envoyer, mais elle se rend compte que toutes ses lettres disparaissent et un jour elle va avoir une réponse d'une de ses lettres d'une mystérieuse personne qu'elle ne connaît pas. Et à côté de ça, dans sa vie, elle écrit des articles pour une célèbre entreprise de magazine, enfin de journal tout simplement, et elle est en compétition avec Roman Kitt, qui est pareil son ennemi parce qu'il est très fort également en écriture. Il va forcément y avoir une petite attirance avec lui et on va se rendre compte de beaucoup de choses au fur et à mesure et surtout découvrir qui est-ce qui lui répond à ses lettres. On sait dans le résumé que c'est lui en fait et on va apprendre pourquoi ils arrivent à s'écrire des lettres de cette manière, mais surtout comment se passe la guerre et autres. Je m'attendais à ce que ce soit principalement de la romance pure, mais en réalité le côté fantasy est vraiment mis en avant et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Alors ce sont des petites touches par-ci par-là, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est une écriture qui est quand même assez poétique. Et dedans, sachez qu'on est au cœur de la guerre pendant la deuxième partie du roman, ce qui apporte vraiment quelque chose d'entier, je trouve. C'est le genre de lecture que je fais que très rarement, mais pour le coup, j'ai été conquise parce que même si j'ai jamais vécu la guerre, je trouve que le récit est magnifiquement bien décrit et on se sent vraiment immergé dedans. Même si c'est pas forcément positif, on parle de la guerre, mais il y a vraiment ce truc dont on a l'impression que l'autrice a vraiment vécu la guerre et tous les petits détails sont, selon moi, amènent quelque chose de réel à l'histoire. Je me suis énormément attachée au personnage et j'avoue que j'ai été tenue en haleine tout du long, surtout à la fin, pour savoir ce qui allait se passer entre eux et quel était le dénouement de l'histoire. Malheureusement, on ne saura pas puisqu'il y a le tome 2 que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai hâte de lire. Mais si vous vouliez un livre qui est assez poétique et où pour autant il se passe des petites choses à l'intérieur, je vous le conseille fortement parce que pour moi, ça a été un coup de cœur. Dernier livre, mais pas des moindres, et je vais passer très rapidement dessus parce que je vous en ai parlé pareil toute l'année. Et c'est Mienne sera la nuit de Léonore Larc qui a été une découverte immense pour moi. Et je suis plus qu'heureuse d'avoir découvert cette autrice qui m'a énormément touchée. Le livre est également dédicacé vu que je l'ai rencontré. Dedans, c'est de la fantaisie, donc on va suivre Alasdair Osborne qui est descendant d'une famille de sorcières et sorciers. Donc lui n'est pas sorcier parce que dans ce livre, la société est matriarcale, notamment pour les sorcières. Et sans le vouloir, il va réveiller une vieille reine vampire de son sommeil. C'était ses ancêtres à lui qui l'avaient mis en sommeil des années plus tôt, des siècles plus tôt, pour leur protection et pour leur sécurité. Malheureusement, il va la réveiller sans le vouloir. Et ça va enchaîner beaucoup de situations cocasses et une petite romance va naître entre eux. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est la femme qui est forte et que c'est un peu l'humain qui est faible. C'est un peu un parfait exemple de Twilight, mais inversé, avec cette petite touche de nouveauté et de tout est dans 2024-25 quoi. C'est très récent. Il y a cette touche de modernité qu'il n'y a pas dans Twilight selon moi. Et ça a été vraiment le livre de fantasy parfait pour moi cette année. Les personnages sont attachants et en plus c'est un one shot donc il n'y a pas 20 000 tomes et ça m'a plu énormément. Même si j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait une suite à l'histoire parce que j'ai été vraiment touchée par ces personnages. Mais c'est pas grave, au moins c'est un livre qu'on peut relire à l'infini sans qu'il y ait 20 000 tomes. Et ça c'est cool. Donc je vous conseille fortement parce que pour moi ça a été un énorme coup de cœur. D'autant plus que les personnages sont super attachants et on apprend vraiment à les connaître en profondeur. Et j'ai vraiment été conquise par l'humour de l'autrice également. Donc je vous le conseille fortement. Et bien voilà pour tous mes petites pépites lues en 2024. J'avoue qu'il y en a quand même pas mal, mais ça a été une année riche en bonnes lectures. Et ça c'est cool parce que je me rappelle que l'année dernière ça n'avait pas forcément été le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de mes livres coup de cœur sont également les vôtres. Ou l'inverse d'ailleurs, s'il y en a certains que vous avez détestés. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé, un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez découvrir d'autres vidéos de moi-même, mes anciennes ou mes prochaines. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous.